مقيدين بأي دولة يا سيد حسن؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité, le docteur Mahalouf libéré sous caution, ce pédiatre détenu provisoirement dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de l'amputation des 4 membres d'Ela Mahalouf, un bébé de 8 mois. Et les agressions israéliennes contre Shebra ne passeront pas sous silence, Dixit Nabi Berri, le chef de la Chambre, qui s'exprimait ce matin en marge de ses entretiens hebdomadaires avec les députés à Ain Tineh. En Syrie, les djihadistes du groupe État islamique ont fait sauter avant l'aube un gazoduc alimentant la capitale Damas. Et en Égypte, le très touristique temple de Karnak à Luxor, théâtre d'un attentat suicide, les 2 assaillants ont été tués. L'attaque a fait 4 blessés. Je vous le disais en titre, le docteur Mahalouf libéré sous caution, ce pédiatre détenu provisoirement dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de l'amputation des 4 membres d'Ela Mahalouf, un bébé de 8 mois. Le montant de la caution s'élève à 100 millions de livres libanaises. Durant son interrogatoire, le docteur Mahalouf avait réfuté l'accusation d'erreur médicale selon son avocat. Mardi, l'ordre des médecins de Beyrouth, tout comme celui de Tripoli, avait appelé à une grève ouverte pour protester contre la détention du docteur Mahalouf. Les agressions israéliennes contre Shebra ne passeront pas sous silence. Une déclaration signée Nabi Berri, le président de la Chambre, s'exprimait en marge de ses entretiens hebdomadaires avec les députés à Ain Tineh. Ce matin, une unité d'infanterie israélienne s'est déployée au niveau de la ligne bleue dans le secteur occupé des fermes de Shebra, puis a retiré un drapeau libanais accroché à un grillage la veille. Le secrétariat général du 14 mars a condamné ce mercredi la paralysie qui s'étend aux institutions officielles. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion hebdomadaire, l'Alliance précise que seul l'État est responsable de la sécurité des frontières nationales. Le Hezbollah livre une guerre aux djihadistes sunnites dans les jours de Dersal, dans la Beka, mais également dans le Kalamoun syrien, à la frontière libanaise. Et en Syrie, les djihadistes de l'État islamique ont fait sauter avant l'aube un gazoduc alimentant la capitale Damas. L'attaque a eu lieu dans l'est de la province de Homs, près de l'aéroport militaire local. L'État islamique s'est emparé de plusieurs gisements de pétrole et de gaz dans cette province du centre du pays, notamment lors de sa récente offensive sur la cité antique de Palmyre. Par ailleurs, l'armée de Bachar el-Assad a bombardé aujourd'hui les zones rebelles d'Idleb. Il y a au moins 10 morts, tous des civils. Et puis sachez que plus de 2000 réfugiés syriens fuyant les combats entre forces kurdes et djihadistes de l'État islamique dans le nord de leur pays ont franchi ce mercredi la frontière avec la Turquie. En Libye, le groupe État islamique a annoncé avoir pris la ville de Sirte, dont il contrôlait déjà l'aéroport depuis fin mai, ainsi qu'une centrale thermique voisine. Dans ce contexte, les négociations se poursuivent au Maroc entre les 2 parlements. Le dernier projet d'accord de l'ONU ne fait pas l'unanimité. Le parlement de Tobrouk se dit mécontent du texte proposé. Les explications d'Inès Olagaray. Ces photos ont été diffusées par l'organisation de l'État islamique. Les djihadistes affirment s'être emparés de la centrale électrique de Sirte et avoir pris le contrôle de la ville. L'aéroport était déjà entre leurs mains depuis fin mai. Le groupe État islamique s'est implanté en Libye l'an dernier. Le pays est plongé dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. 2 autorités libyennes se disputent le pouvoir, l'une depuis Tobrouk, l'autre depuis Tripoli. Malgré la progression de l'organisation de l'État islamique, les représentants des 2 camps réunis au Maroc sous l'égide de l'ONU n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un projet de gouvernement d'union nationale. Le Parlement libyen a décidé de suspendre les négociations et rentre à Tobrouk pour étudier, analyser et discuter les articles proposés. Ensuite, on va discuter d'un possible retour au Maroc. Le texte n'a donc pas convaincu le Parlement de Tobrouk, le seul reconnu par la communauté internationale. Pour lui, la composition du Sénat intègre beaucoup trop d'islamistes issus du gouvernement de Tripoli. Selon le projet, 90 des 120 membres du Conseil viendraient du Parlement rebelle. Les négociateurs de Tobrouk ont été rappelés pour consultation. Mais le groupe montre des signes de division. Certains se rendent tout de même à Berlin, où les 2 délégations étaient attendues mercredi pour rencontrer des dirigeants européens.
Un déplacement à titre personnel, a précisé le porte-parole du gouvernement, qui n'engage en rien le Parlement de Tobrouk. Allez, rester des nôtres. Au retour de la pause, la Chine déroule le tapis rouge pour Aung San Suu Kyi. Au retour sur le plateau de l'info, le très touristique temple de Karnak à Luxor, dans le sud de l'Égypte, a été le théâtre d'un attentat suicide ce mercredi. Cette attaque a fait 4 blessés, 2 civils égyptiens et 2 policiers. Outre le kamikaze qui a fait exploser sa bombe, un autre assaillant a été tué et un dernier gravement blessé par les forces de sécurité. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les visiteurs qui se trouvaient dans le temple ont été immédiatement consignés par la police qui a sécurisé les lieux. Il s'agit de la seconde attaque visant des touristes en Égypte depuis que l'armée a destitué le président islamiste élu Mohamed Morsi. C'était en 2013. Et 26 pays d'Afrique de l'Est ont signé ce mercredi à Sharm el-Sheikh, en Égypte, un traité de libre-échange. De hauts responsables étaient réunis depuis le début de la semaine dans la station balnéaire pour finaliser le texte créant cette zone qui englobe la moitié orientale du continent. C'est une étape supplémentaire sur le long cheminement vers l'intégration économique d'une 50aine de pays au niveau de développement très divers. Laure Wagner. Elle signe l'acte de naissance du marché unique africain. La zone tripartite de libre-échange regroupe 26 des 54 pays africains, issus des 3 régions économiques d'Afrique de l'Est et du Sud. Un total de 625 millions d'habitants pour un PIB équivalent à 900 milliards d'euros, soit plus de la moitié du PIB africain grâce notamment à la présence du géant sud-africain. Son objectif, favoriser le commerce entre les différents pays d'Afrique encore trop faible. Concrètement, cela passe par un abaissement des taux de douane encore très important, 15% contre une moyenne de 4% à l'échelle mondiale. Mais cette décision inquiète les plus petits pays du continent. Ils redoutent la concurrence des pays les plus industrialisés. Cet accord doit aussi permettre de simplifier les démarches administratives et surtout de développer et moderniser les infrastructures, routes et voies de chemin de fer, afin d'acheminer plus rapidement la marchandise. Le texte voit le jour après 5 ans de négociations. Les pays membres auront 1 an pour le ratifier, mais il faudra encore attendre quelques années avant que l'accord entre effectivement en vigueur. La Chine déroule le tapis rouge pour Aung San Suu Kyi. La chef de l'opposition birmane entame ce mercredi une visite officielle de 5 jours jusqu'au 14 juin à l'invitation du Parti communiste chinois. La lauréate de 1991 du prix Nobel de la paix rencontrera le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang. C'est la première fois qu'Aung San Suu Kyi est reçue à Pékin. La Chine était le principal allié de la junte militaire en Birmanie. Des hackers russes pourraient être à l'origine du piratage de nos confrères de TV5 Monde le 8 avril dernier. C'est en tout cas la piste suivie aujourd'hui par les autorités françaises. Les investigations conduisent vers un groupe de pirates informatiques connu sous le nom de APT28 ou Poundstorm. Inès Olagaray nous en dit plus. Un écran noir et des messages de propagande djihadiste sur ses comptes Facebook et Twitter. Nous sommes le 8 avril, TV5 Monde est paralysé. Des hackers viennent de bloquer les chaînes et le système informatique du groupe. Ils se réclament de l'organisation de l'État islamique, mais restent anonymes. Aussitôt, le parquet antiterroriste ouvre une enquête. 2 mois après la cyberattaque, la piste djihadiste s'éloigne et l'implication de pirates informatiques russes semble se confirmer. Assez tôt après l'attaque, nous avions été informés qu'il fallait être prudent, qu'il arrivait souvent que des revendications soient constituent des leurres qui soient destinés à mettre les enquêteurs, voire les opinions publiques sur de mauvaises pistes. Donc on était préparé à l'idée que ce ne soit pas un groupe se revendiquant de près ou de loin de l'État islamique. Les regards se tournent désormais vers le groupe russe APT28, connu aussi sous le nom de Poundstorm. D'après un article publié dans l'Express, les enquêteurs ont pu retrouver la trace de ces hackers grâce aux adresses IP des ordinateurs d'où ont été pilotées les attaques. Des ordinateurs depuis lesquels des lignes de code ont été tapées sur des claviers en alphabet cyrillique à des heures de bureau qui correspondent au fuseau horaire de Saint-Pétersbourg et Moscou. Les membres du groupe APT28 n'en sont pas à leur premier fait d'armes. Plusieurs sociétés de cybersécurité ont dressé une longue liste de leurs victimes. Parmi elles, la Maison Blanche, des membres de l'OTAN, des ministères géorgiens, mais aussi des dissidents russes et ukrainiens. Pour le moment, les motivations de ces cyberpirates restent floues.
Mais d'après la société américaine FireEye, le choix de ses cibles envoie un message clair. Le groupe APT28 collecte des données qui ne peuvent être exploitées que par le gouvernement russe. Et entre-temps, le président russe doit être reçu en audience par le pape François au Vatican ce mercredi. Vladimir Poutine va profiter d'une visite au pavillon russe de l'Expo 2015 à Milan en compagnie du Premier ministre Matteo Renzi pour faire un crochet par Rome. Il avait déjà rencontré le pape François en novembre 2013. À l'époque, les deux hommes avaient évoqué la situation en Syrie. Et bien cette fois, le Kremlin affirme que les dossiers ukrainiens et ceux du Moyen-Orient devraient donc être à l'ordre du jour de cet entretien donc entre le pape François et le président russe Vladimir Poutine. À 102 ans, elle obtient enfin son doctorat. Ingeborg Slim-Rapoport devient la plus vieille personne du monde à obtenir ce diplôme. Il y a 80 ans, elle n'avait pas pu passer sa thèse. La jeune femme juive en avait été empêchée par les nazis. Natasha Vesnitch nous raconte la suite. Elle a beau avoir 102 ans, Ingeborg Slim-Rapoport ne reste jamais inactive. À la retraite depuis plus de 40 ans, elle voulait être diplômée en l'honneur de toutes les victimes des nazis. En fait, tout cela, c'est un signe d'espoir pour un esprit nouveau et humaniste au sein de l'université allemande. Quand la faculté de médecine de Hambourg lui propose de passer son doctorat, Ingeborg Rapoport accepte, mais à une condition, être traitée comme tous les autres étudiants. Conserver le niveau académique était une chose très importante pour Madame Rapoport. Elle n'aurait jamais accepté d'avoir une petite discussion avec nous, elle voulait être évaluée selon les règles. Ingeborg Rapoport aurait dû soutenir sa thèse sur la diphtérie il y a 80 ans, mais sa mère est juive et à l'époque, 5 ans après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, l'université invoque des raisons raciales pour l'empêcher de passer l'oral. Elle décide donc d'émigrer aux États-Unis où elle devient pédiatre. Au début des années 50, en pleine chasse aux sorcières, cette communiste convaincue revient en Allemagne et s'installe à Berlin-Est où elle fonde la première clinique allemande de néonatalité. Malgré sa vue défaillante, Ingeborg Rapoport a actualisé sa thèse grâce à des amis biochimistes et assez proches qui ont fait pour elle les recherches sur Internet. À 102 ans, elle va enfin pouvoir ranger ses bouquins et ses stylos. Dans un an, jour pour jour, débutera l'Euro 2016 de football en France. Le président de l'UEFA, Michel Platini, a rencontré ce matin à l'Elysée François Hollande pour faire un point sur l'organisation. Autre information importante, la billetterie est désormais ouverte sur le site Euro 2016. Clotilde Gourlet nous en dit plus. Déjà fin prêt pour l'Euro 2016, le nouveau stade de Bordeaux a été inauguré fin mai. Vous voyez qu'on est à l'heure, hein, un an d'avance. Tout a été fait dans les temps, dans l'enveloppe budgétaire. Ce stade est l'un des 10 sélectionnés pour accueillir le championnat d'Europe dont le coup d'envoi sera donné le 10 juin 2016 en France. Certains, comme Marseille ou Lyon, ont connu un lifting complet pour l'occasion. Le stade de Lens, lui, n'est pas encore terminé. Des millions de visiteurs fouleront le sol français et la sécurité, bien sûr, sera la priorité. Ce sera une préoccupation jusqu'à la dernière minute du dernier match de l'Euro. Avec les événements du mois de janvier, on a touché du doigt de façon tangible le risque terroriste. Pour cet Euro en France, évidemment, les Bleus qualifiés d'office se savent attendus au tournant. On se rappelle tous de 98 où on était tous derrière l'équipe de France, où c'était quelque chose de... où on avait les frissons, quoi. C'est des moments qui m'ont fait rêver, si vous voulez, donc voilà, j'ai toujours mes yeux d'enfant quand je regarde les matchs de football. La vente des billets commence ce 10 juin, exclusivement sur Internet. 51 matchs à l'affiche pour 4 semaines de compétition. Les équipes sélectionnées seront définitivement connues en octobre prochain. Et le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 12 décembre à Paris. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le docteur Mahalouf libéré sous caution, ce pédiatre libanais détenu provisoirement dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de l'amputation des 4 membres d'Ella Mahalouf, un bébé de 8 mois. Les agressions israéliennes contre Shebra ne passeront pas sous silence. Dixit Nabi Berri, chef de la Chambre, qui s'exprimait en marge des entretiens hebdomadaires avec les députés à Ain Tineh. En Syrie, les djihadistes du groupe État islamique ont fait sauter avant l'aube un gazoduc alimentant la capitale, Damas.
Et en Égypte, le très touristique temple de Karnak à Luxor, théâtre d'un attentat suicide, les 2 assaillants ont été tués. L'attaque a fait 4 blessés. Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. À demain. بأي حق بأي شريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن